Les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle du pullback auquel on a assisté au cours de la journée d'hier. On va se demander pourquoi on a vu ceci, mais je vais également vous expliquer pourquoi on assiste à un rebond aussi important et agréable à la hausse. Il faut que je vous parle de l'Ethereum, des marchés traditionnels, ainsi que de la prochaine étape majeure pour le Bitcoin, parce que pour le moment, tout est en train de s'aligner les gars. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater de ce côté, c'est que hier, en fait, on a bel et bien assisté à, donc plus ou moins à l'heure du déjeuner. Enfin, évidemment, ça dépend de la time zone. Mais on a eu une grosse poussée à la hausse. On a atteint un sommet ici à 71 800 $, ce qui semblait extrêmement bullish, qui semblait bien se profiler pour la journée. Et si vous prenez ça sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir que c'est assez dingue en fait de regarder ça. On était en train de latéraliser, on a vu une nouvelle poussée jusqu'à 71 800 $, et puis directement jusqu'aux 68 400 $ en un rien de temps. Alors, comment se fait-il qu'on ait eu autant de volatilité? Parce que, en fait, durant cette poussée, le Bitcoin était, dans une tendance haussière à mon avis. Mais la raison pour laquelle on a constaté ce pullback, c'est parce qu'il y a eu un rapport, ou plutôt une décision du juge dans l'affaire Coinbase contre la SEC, qui a déclaré que, il voulait faire avancer l'affaire. En fait, qu'il ne lâche pas l'affaire. J'y reviendrai bien entendu dans un moment pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Mais c'est pourquoi on a vu cette volatilité à la baisse. Parce que ce procès est sorti, en fait, on ne pensait plus forcément que ça allait être un problème, mais, le juge a décidé de prendre une nouvelle décision bearish, et donc on est redescendu immédiatement, on a eu un petit peu de drama, forcément on a relatéralisé après, mais maintenant on assiste à un rebond important à la hausse. Alors, selon moi, actuellement, le seul truc que j'attends, c'est juste que le Bitcoin nous remontre un peu de force, qu'il, confirme ses niveaux de support. On a déjà dépassé les 70 000, donc il faudra qu'on dépasse les 72 000 $ assez rapidement. Je pense que ça risque d'arriver relativement tôt, et puis à ce stade, on aura forcément le prochain objectif majeur, qui sera celui que vous connaissez aux 83 000 $. Bien entendu, quelque part aux alentours de cette zone, on rencontrera très probablement une autre forme de résistance, mais la prochaine résistance majeure est aux 83, et je pense qu'on atteindra ceci relativement bientôt également. Mais tout d'abord, on doit dépasser les 72 000, gardons un œil là-dessus. Ok, maintenant laissez-moi vous montrer les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels sont également plus ou moins actuellement à un niveau record. Ça, c'est également bullish pour le Bitcoin. Si vous regardez également les afflux dans les ETF spot de Bitcoin, vous pouvez voir qu'après avoir eu 1, 2, 3, 4, 5 jours rouges d'affilée, donc en afflux net, donc on a majoritairement rechuté forcément à cause de ceci, vous pouvez voir qu'on a eu une journée positive le 25, une journée très positive le 26, et hier on a eu une journée positive également. Donc voilà, les flux commencent à revenir un petit peu à la normale pour les ETF spot de Bitcoin, ce qui est tout à fait correct également. Alors, Larry Fink a participé à une interview hier et a déclaré qu'il était très optimiste quant au Bitcoin et à la crypto. Et regardez ça, il a également déclaré « Je suis agréablement surpris et je n'aurais jamais prédit, avant forcément cette candidature, qu'on verrait ce type de demande de la part du retail. » Et ça vous montre simplement qu'il y a énormément de demandes qui juste attendent sur le côté en attendant qu'on leur prenne la main grâce aux ETF spot, afin qu'ils soient approuvés. Donc ils constatent une énorme demande. Et voilà le truc important à ce sujet, ça leur donne vraiment envie de lancer un ETF Ethereum, évidemment parce qu'ils gagnent énormément d'argent actuellement, ils voudront faire la même chose pour l'Ethereum. Alors, pour le coup, on a eu une décision qui a été rendue hier par le juge. Alors, que s'est-il dit? Coinbase, grosso modo, a perdu la requête en rejet suite au procès de la SEC. En gros, Coinbase disait qu'il n'y avait, aucun cas ici, genre ne nous poursuivez pas en justice, vous n'y arriverez pas. Donc, pour le coup, on a eu plusieurs choses différentes. À savoir, le premier truc, c'est qu'il s'agissait de leur wallet, principalement. Il s'agissait donc de savoir si leur wallet faisait réellement quelque chose de louche et si ça devait être considéré comme un courtier, comme un broker. Et donc, ils se sont prononcés en faveur de Coinbase pour celui-ci en particulier, ce qui est absolument énorme. Ça signifie que, la DeFi, Ledger, tous ces fournisseurs, en fait, simplement qui fournissent des wallets, ne sont pas considérés comme des courtiers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est positif. Maintenant, là où Coinbase pour le coup s'en sort un petit peu moins, c'est cette fois en ce qui concerne son programme de staking ainsi que d'autres différentes choses également, mais c'est là que la plateforme d'échange elle-même, donc pas leur wallet mais l'exchange, pourrait avoir un petit problème. Ça pourrait être considéré donc comme un exchange de courtage et une chambre de compensation non enregistrée. C'est avec ça forcément qu'ils vont essayer de se battre avec le procès maintenant pour le présenter au tribunal et voir qui va gagner. Dans l'ensemble, ça a créé un petit peu de panique, c'est pour ça qu'on a rechuté, on a eu ce pullback de la part du Bitcoin, mais ensuite les gens ont commencé à réaliser
disait oh, ok, en fait c'est pas si grave que ça en a l'air, comme toujours en fait. Évidemment c'est toujours les gros titres qui font paniquer. Évidemment quand vous voyez un titre disant que la SEC repart en procès contre Coinbase, ça a été perçu plus que négativement, vous pouvez vous en douter. C'est toujours ce qui vous a chuté lors du dernier cycle de toute façon. Donc voilà, le prix a chuté, mais ensuite les gens ont commencé à en savoir plus, et donc ils ont lu cette nouvelle en particulier, que le fait que le wallet était, en fait n'était pas trop concerné par ceci, que c'était juste Coinbase en tant qu'exchange, donc que ça ne devrait pas être considéré comme un courtier non enregistré. Donc ça pour le coup c'était quand même plutôt sympa. En fait rien de quoi s'inquiéter outre mesure, bien entendu. Du côté de l'Ethereum, vous savez que la SEC essaye vraiment de s'en prendre à l'Ethereum depuis des mois, des années, et lorsque ce procès, donc c'est-à-dire lorsque la nouvelle du procès est sortie, on a eu une grosse chute de la part de l'Ethereum également, et puis un gros rebond une fois encore. En fait vous pouvez même voir actuellement que pour l'Ethereum on est sur sur l'intervalle journalier, sur la clôture, et vous pouvez voir la chute d'ailleurs, chose intéressante, c'était également juste en dessous de ces résistances, donc c'est un rejet assez propre. Voilà, la chute est arrivée, on constate maintenant un joli rebond de la part de l'Ethereum, ce qui est positif. On verra bien ce qui ressortira de ce procès, bien entendu, on ne peut rien y changer de toute façon. Mais voilà, ça va se dérouler devant le juge, d'après ce que j'en ai compris, donc on verra bien. La plupart du temps, les compagnies crypto ont tendance à s'en sortir, mais bon. Dans l'ensemble, vous pouvez voir que les wallets qui ont récemment accumulé le plus de Bitcoin sont les wallets qui comptent entre 1000 et 10 000 jetons Bitcoin. Donc ce sont les whales, bien sûr. Vous pouvez voir un gros pic ici, donc à mesure que le prix du Bitcoin a rechuté, les whales ont recommencé à accumuler. Et ils se trouvent maintenant, avec des bags beaucoup plus gros, forcément, qu'il y a quelques semaines, lorsqu'on était assis à des prix plus élevés. Évidemment, ils ont accumulé forcément l'or du dip, c'est le truc le plus malin à faire. C'est donc aussi principalement les whales qui nous ont permis de remonter, alors qu'elles ont accumulé à des prix plus bas, forcément, après avoir eu un petit sommet ici, où les whales ont pas mal pris leur profit, ils ont vendu, mais ils ont recommencé à accumuler ici, sur le bottom, vers les 62 000 $, donc ils ont accumulé davantage. Ensuite, vous pouvez voir que on a un gros pic dans les wallets des whales. Elles ont donc accumulé davantage de Bitcoin tout au long de cette volatilité, c'est ce qu'on a constaté récemment et ça nous donne de la confiance pour le plus court terme. En ce qui concerne le cas d'utilisation de la SEC contre Coinbase, que se passerait-il en fait si la SEC parvenait réellement à qualifier Ethereum en tant que titre, en fait, en tant que security? Qu'est-ce que ça signifierait pour l'ETF spot du Bitcoin? Le PDG de BlackRock est venu déclarer qu'il pensait qu'il pourrait créer un ETF spot Ethereum même si la SEC qualifiait l'Ethereum en tant que security. Alors pour le coup, ça c'est plutôt cool à entendre. Je suppose que ça va juste prendre plus de paperasse, ça va prendre un peu plus de temps, je sais pas, ça va juste être plus compliqué. De toute façon, c'est ce que la SEC veut faire, rendre les choses compliquées. Mais selon Larry Fink, ils seront toujours en mesure de lancer un ETF spot pour l'Ethereum, même s'il est étiqueté comme un titre. Donc voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Pour le coup, ça nous donne encore de la confiance. Une dernière chose à laquelle j'aimerais vous laisser, c'est super important parce qu'en fait, j'ai entendu parler du fait que les États-Unis sont majoritairement endettés. Bon, ça on le sait, non seulement une énorme dette, ça on le sait déjà, mais avec les taux d'intérêt actuels, vous pouvez constater qu'ils dépensent énormément d'argent uniquement pour leurs dettes, en fait, et le paiement de leurs intérêts. Ils dépensent énormément d'argent en général, et forcément, la dette ne fait qu'augmenter, et la seule solution, c'est d'imprimer plus d'argent. Maintenant, regardez ça, les gars. Depuis les années 1800, on a eu 52 pays qui ont connu un ratio dette à PIB supérieur à 130. Parmi eux, 51 d'entre eux ont fait défaut. Alors quel est le ratio dette à PIB? Essentiellement, il s'agit du montant de votre dette par rapport au PIB que vous créez. Je vous ai déjà parlé en fait du ratio dette PIB des États-Unis qui est extrêmement élevé actuellement. Je vous ai parlé de ceci, je pense qu'il y a 2 vidéos, quelque chose comme ça. Mais à l'heure actuelle, les États-Unis ont un ratio dette PIB de 124. Et encore une fois, tous les pays, non désolé, pas tous les pays, pour le coup, sur 52, on en a eu 51, bon, presque tous, qui ont fait défaut à leur dette. Et donc ils ont fait faillite, tous les gouvernements, et ainsi que les pays, lorsqu'ils ont dépassé 130, ont fait faillite, ils ont fait banqueroute, donc on est très proche de ce montant pour les États-Unis, les gars, 124 sur 130. Alors, qu'est-ce que ça signifie en général? Ça veut dire que les États-Unis doivent arrêter de dépenser, ce qu'ils ne feront probablement pas, parce que forcément c'est un train qui ne peut pas être arrêté, ils dépensent juste beaucoup trop d'argent. Mais on sait aussi forcément que le paiement des taux d'intérêt sont un facteur important dans la profondeur de dette qu'ils sont en train de créer. Donc ils devront réduire les taux d'intérêt. Il n'y a aucun moyen de contourner le fait qu'ils devront réduire les taux d'intérêt, ne serait-ce que pour se sauver eux-mêmes. Sinon, le discours ici sur les statistiques nous donne une image
image extrêmement claire. 51 pays sur 52 ont fait défaut. Les États-Unis ne veulent pas faire faillite, bien entendu. Ils devront donc réduire les taux d'intérêt, ce qui signifiera de plus grosses poussées pour vos bags, les gars. C'est aussi simple que ça. En outre, les États-Unis ont approuvé un budget de 1200 milliards de dollars, qui évidemment n'est pas plafonné pour le coup. Et ça, c'est vraiment un plafond de dette complètement dingue pour être non plafonné vers 2025. Alors, comment est-ce durable? Eh bien, ça ne l'est pas. C'est ça le truc à retenir, donc ils devront imprimer de l'argent. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.